On va pouvoir reprendre cette session avec Isabelle Poutrin, donc, qui est à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qui est professeure d'histoire moderne, qui a beaucoup travaillé sur le catholicisme espagnol, particulièrement sur la piété féminine, et puis qui a également par la suite orienté ses travaux sur la question de la conversion des musulmans dans l'Espagne moderne, et qui désormais élargit ses travaux à une échelle plus globale, prenant en compte l'ensemble du monde hispanique et la question des minorités, donc avec un projet plus particulièrement centré sur le monde romain cette fois-ci. Donc on va pouvoir l'écouter nous parler de la situation des néophytes, donc avec cette présentation, la macule inexistante, la situation ambiguë des néophytes issus du judaïsme dans la Rome de la Réforme catholique. Et donc Isabelle, je vous laisse la parole pour 25 minutes. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous présenter dans un deuxième temps de ma communication un travail qui est un travail de micro-histoire sur une famille juive de Rome. Et ce travail qui est couché dans un livre en fin de rédaction forme une sorte de diptyque avec ce que j'ai fait auparavant sur la conversion des musulmans en Espagne. Donc, le fil conducteur, c'est la question de la contrainte et la contrainte dans la conversion. Mais la première partie de mon propos répondra à celui de Claire Soussen et, comment dire, le prolongera. Je partirai d'une consultation juridique qui a été donnée par le grand canoniste espagnol Martín de Azpilicueta, appelé tout simplement Navarre, qui, après avoir été disgracé par les deux, est allé finir ses jours à Rome et a publié un très très bel ensemble de conseils qui sont pratiquement pas travaillés. Alors, on l'interroge, il donnait des consultations pour le pape. On l'interroge à un moment donné sur l'interdiction édictée par Paul IV, qui a été confirmée et étendue aux descendants musulmans en 1573 par Grégoire XIII, prohibition qui interdit à toute personne dont les parents, jusqu'à la 4e génération, ont été déclarés hérétiques, qu'il s'agisse d'hérétiques ou de juifs, de recevoir les ordres sacrés, ce qui inclut les descendants d'hérétiques. Mais on demande plus particulièrement à Navarre si cela concerne aussi cette interdiction de recevoir les ordres sacrés, si cela concerne aussi les descendants des juifs convertis, dont les grands-parents ou les parents ont conservé une foi inviolable après la conversion. Parce que, alors, la réponse de Navarre se déroule en plusieurs temps, mais je ne vais pas la détailler. L'idée, c'est que on comprend éventuellement que les descendants d'hérétiques, au moins les fils d'ailleurs, puissent être déclarés inaptes, incapables de recevoir les ordres sacrés, bien que Azpilicueta dise que cela ne peut pas se prolonger, très longtemps. On le comprend pour, en particulier, les enfants. Bon. La question est de savoir si on place une virgule après. Est-ce que cette interdiction concerne les enfants et les petits-enfants d'hérétiques condamnés par l'Inquisition, et les juifs, même pas condamnés par l'Inquisition. Alors, à cela, Martín de Azpilicueta répond qu'on ne doit pas faire de discrimination entre les chrétiens et qu'on ne peut pas créer de catégories différentes de chrétiens, ce que ce bref, si on l'interprétait dans un sens très large, incluant tous les descendants de juifs,
aboutirait à faire. Mais il dit à un moment donné tout de même que on ne doit pas faire de discrimination équitablement pour les descendants de juifs et de musulmans qui, de façon absolument volontaire, sans être contraints par nulle contrainte ou force, ont reçu le baptême. Donc la question de la discrimination peut se poser pour les autres, ceux qui sont des descendants de conversion forcée. Alors, revenant à la conversion volontaire, il dit, voilà, on ne peut pas accepter discrimination pour ces gens qui se sont convertis volontairement. Comme c'est le cas pour tous les juifs de Burgos en Espagne qui ont été convertis par la prédication des évêques de Burgos, donc volontairement et sans massacre de communauté. Et on n'a pas entendu dire, dit-il, qu'aucun de leurs descendants est dévié de la foi catholique. Et de même, poursuit-il, ils sont nombreux ceux qui, à Rome, par la seule efficacité de la parole divine, sans aucune crainte, ont été convertis et se sont convertis partout. Et c'est là que je voulais en venir, c'est finalement une opposition entre un modèle espagnol où, au fond, les descendants de convertis ayant reçu la conversion dans les conditions de massacre que l'on sait, pourraient évidemment être discriminés parce que leur foi est réputée chancelante, peu fiable justement, et que là on peut vraiment se poser la question, mais que la conversion volontaire ne doit pas faire peser sur les descendants des convertis un stigmate quelconque, et il oppose au modèle de conversion forcée, enfin, à la situation de conversion forcée fréquente dans les pays ibériques, il oppose ceux qui, à Rome, se sont convertis sans aucune crainte par la seule efficacité de la parole divine et qui doivent être donc exemptés de tout stigmate. Alors, y a-t-il un stigmate de la conversion, même de la conversion volontaire dans la Rome des papes? C'est ce que je m'attache à voir à partir de l'exemple de cette famille que j'étudie depuis maintenant 2017, qui est la famille des banquiers juifs Korkos, dont deux chefs de famille se sont convertis, entraînant l'ensemble de leur parenté dans leur conversion. Et donc, c'est un cas de conversion volontaire de chefs de famille, mais de conversion contrainte, sous pression du reste de la famille. Les femmes, les enfants, les gendres, les neveux, etc. Ce qui appelle à nuancer fortement l'idée que les Juifs de Rome se sont convertis à Rome par la seule efficacité de la parole divine et sans aucun. Alors, y a-t-il un stigmate même pour ces gens, Alors, juste un ou deux jalons, donc il s'agit de la famille Korkos, une famille d'origine séfarade que l'on repère à Rome depuis le début du XVIe siècle, donc arrivée d'Espagne avec les réfugiés de l'expulsion de 1492, et ils se font dans ce judaïsme romain, qui est un judaïsme de longue date, mais très très divers, avec des gens venus aussi de Provence, des Ashkénazes, des Siciliens, à tel point qu'il y a une sorte d'amalgame ethnique, dit Canisto, à partir du milieu du XVIe siècle. Alors, le premier converti de cette famille s'appelle Elia Korkos, il est converti sous Sixte Quint en 1566, et ensuite on a un double baptême, celui de Lazzaro Korkos en 1581, qui est un jeune homme de 20 ans, trésorier de la communauté castillane, et son père, Salomone Korkos, se convertit l'année suivante sous le nom de Hugo Boncompagnie. Hugo Boncompagnie, c'est le nom du pape Grégoire XIII. Hein. Et son fils, Lazzaro, s'est converti sous le nom de Gregorio Boncompagnie, qui était le nom du pape Grégoire XIII, son nom pontife. Et donc, ils prennent le nom du pape qui leur est donné. Ils sont baptisés à Saint-Pierre de Rome sous patronage du pape. On a ici des hommes qui se convertissent, alors sans aucune sorte de crainte, mais avec un certain nombre de pressions. Et c'est là qu'il faut relativiser la question de la crainte. Y a-t-il des conversions forcées à Rome? En tout cas, il y a tout un dispositif conversionniste de la fondation du ghetto en 1555
à tout un encouragement, en particulier la Propriétas Judaeos en 1542, qui organise la situation économique des néophytes, hein, et qui permet aux néophytes, ça c'est fondamental, de réclamer, enfin, ils réclament, en se convertissant, ils réclament leur part d'héritage à leurs parents, alors que ceux-ci sont encore vivants. Et les filles réclament leur dot. Et ils réclament aussi donc leur portion d'héritage, ce qui veut dire le partage des droits de juridiction sur les maisons dont ils possèdent des loyers perpétuels dans le ghetto. Enfin, donc, ces conditions juridiques et économiques de la conversion créent une quantité d'ennuis. J'ai déployé beaucoup d'actes notariaux pour voir ça. Hein. Les néophytes sont une véritable plaie pour leur famille parce que leur passage, leur sortie du ghetto occasionne de nombreux partages de biens, conflits de toutes sortes, mais des conflits économiques. Alors, c'est dans ce contexte que, sous la protection pontificale, les corpos passent de banquiers, prêteurs dans le ghetto, à, en réalité, de puissants financiers, qui ont constitué l'ensemble de leur patrimoine, qui est absolument considérable. Alors, d'un côté, comme ils se sont convertis sous le patronage du pape, leur qualité de néophyte n'est jamais cachée, elle n'est jamais masquée, au contraire, ce sont des néophytes modèles, ce que j'appelle des convertis trophées. Des convertis qui permettent de dire à la communauté juive, ça y est, on a converti les meilleurs d'entre vous, c'était les banquiers les plus puissants de la communauté. Et donc, ils sont mis en valeur en tant que néophytes et ils gardent des liens en particulier avec l'église de Santa Maria e Monti, qui est vraiment l'église des néophytes de Rome. Des liens aussi avec le collège des catéchumènes à Rome, auquel Salomone Corpos de Hugo Boncompagni lègue une magnifique collection de livres hébraïques, parmi lesquels un exemplaire du Targum, qui est maintenant dans les collections du Vatican, et qui est sous le nom de Hugo Boncompagni. Les notices Wikipédia, d'ailleurs, l'attribuent généralement à Grégoire XIII et ne savent pas que Hugo Boncompagni, c'est néophyte en question. Ils font des dons à la Valicella, qui est la maison des pères de l'oratoire de Philippe Néri, qui est l'apôtre de la conversion de ces juifs. Hein. On minore beaucoup le rôle de Philippe Néri, parce que souvent on étudie les jésuites, les missions lointaines, mais à Rome, la conversion des juifs, c'est vraiment Philippe Néri. Le pape fait tout, en fait, pour, j'allais dire, pour blanchir ces juifs, hein, pour éviter le stigmate, pour faire que ce stigmate n'existe pas. En particulier, donc il donne son nom, il y a aussi un partage héraldique, c'est-à-dire que les bonnes compagnies reçoivent les armes du pape avec une petite modification. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais le dragon. Le dragon, le nom, surtout 2 ans après sa conversion, Hugo Boncompagni devient conservateur du peuple romain. C'est une haute charge municipale qui est une preuve de noblesse, une preuve imparable de noblesse. Donc tout de suite, il est à parité avec les nobles. Et c'est d'autant plus facile qu'on est à Rome dans un espace d'une grande fluidité sociale, en même temps avec une tendance des papes à l'absolutisme. C'est-à-dire que le classement des rangs des mobilités sociales se fait sous la protection du pape et ne peut pas être contesté. Et donc, il n'y a pas de voix s'élevant dans la société romaine pour dire que ces gens-là ne sont pas légitimes à être qui ils sont devenus. Le résultat, c'est que Hugo Boncompagni s'insère dans la société romaine sous le patronage aussi des pères de la Valicella, mais aussi de la famille des Orsini, qui sont la grande famille du quartier, tout le monde a dit, je vais aussi périmètre. Et donc, il semble qu'il n'y a aucun stigmate, aucune macule. Cependant, on arrive quand même dans quelques textes à repérer qu'il n'est pas totalement innocent d'être d'origine. Peu après sa conversion, Hugo Boncompagni est en relation avec l'agent du cardinal d'Este, avec lequel il avait déjà des affaires pendant qu'il était encore juif. Il prêtait de l'argent aux cardinaux, dont le cardinal d'Este.
Et l'agent du cardinal se tourne vers lui, maintenant qu'il est chrétien, pour lui solliciter un emprunt. Et Hugo Bonne-Compagnie refuse. Et l'agent écrit au cardinal d'Est, Hugo Bonne-Compagnie est intraitable, il sent encore le juif, avec toutes ces cautions, garanties, papiers dont il peut s'imprégner. Ici, on a le stigmate de l'usure, de l'usurier, puisque les banquiers juifs s'entourent en effet de tout un ensemble de garanties légales écrites, parce qu'aussi ils sont très contrôlés par l'autorité pontificale et doivent présenter des registres en bon état, et c'est une obligation pour eux. Quand on est noble, on est censé, la parole est basse, on est censé voilà, se prêter peut-être de façon plus libérale. En réalité, c'est absolument pas le cas. Quand on voit des contrats de société d'office qui sont, parce que le prêt d'intérêt évidemment existe chez les chrétiens, mais sous d'autres formes, on le voit dans des actes notariés qui sont dûment consignés aussi. Donc là, on a un préjugé anti-juif. On ne peut pas parler de racisme, mais il y a un préjugé anti-juif qui reste. Deuxième chose aussi, Hugo Bonne-Compagnie, donc converti au fur et à mesure des membres de sa parenté, ça s'étale jusqu'au début, enfin pendant une vingtaine d'années. Et à chaque fois, tout ça est ponctué, salué par des avis de Rome, donc ces petites nouvelles qui sont transmises à l'extérieur. Et les auteurs des avis ne manquent jamais de dire ce sont les membres de la famille Corcosa. Donc, il y a à chaque fois la mémoire de cette famille. On ne peut pas oublier que c'est la même famille. Et cette famille est la seule à être nommée dans les conversions de juifs parce que les avis rendent compte de conversion de juifs un petit peu. Bon, aujourd'hui, le pape, avant d'aller à Frascati, a converti les juifs. Bon. Et alors, les Corcos sont les seuls pour lesquels on le rappelle. Ça veut dire que, au fond, les Romains qui ont un peu de mémoire, au début du XVIIe siècle, savent encore très bien qui sont les Corcos. Donc, on ne peut pas effacer tout de suite la mémoire des origines. Enfin, troisième signe de ce petit stigmate qui reste, un procès devant la Rote fait par Flavia, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui est la petite fille d'Hugo Bonne-Compagnie. Et c'est grâce à elle et grâce à ce procès devant la Rote que j'ai commencé à travailler sur tout ce dossier. Donc Flavia, qui a été convertie dans des circonstances que j'ai élucidées plus tard, elle a été carrément enlevée à sa mère dans le ghetto par des du pape, réclame à son grand-père de payer sa dot, parce qu'elle n'a plus de famille juive, et ses parents, enfin sa mère, qui est quand même qui est restée juive, ne peut pas payer sa dot, donc elle demande à son grand-père de lui payer sa dot. Hugo Bonne-Compagnie refuse parce qu'il a déjà d'autres obligations. Et les auditeurs de la Rote, qui est le grand tribunal civil du pape, disent il faut lui donner une dot, combien on va lui donner. Et ils pèsent combien elle coûte. Alors, d'un côté, elle est juive d'origine, et donc, ça la dévalorise par rapport à sa famille Bonne-Compagnie, où ils sont tous nobles. Donc, mauvais point pour elle. Donc, l'origine juive n'est pas forcément un bon point pour la dot. Ils sont pour lui donner 1000 écus, ce qui est une somme énorme. Les jeunes filles de la maison des catéchumènes reçoivent 50 écus en dot pour les nobles des catéchumènes, c'est beaucoup trop. Mais remarque-t-il, si elle doit se marier, il faut qu'elle se marie avec un vieux chrétien, et il y a cette notion de vieux chrétien aussi à Rome. Et il y a une incitation forte pour les hommes à épouser des juifs, pour des intermariages. Contrairement à ce qui se passe en Espagne, les intermariages sont encouragés, mais encouragés aussi par des incitations financières. Preuve que ce n'était pas si évident pour des Romains d'origine non juive d'épouser des gens d'origine juive. Et donc, il faut quand même donner une dot assez consistante à Flavia pour qu'elle soit attractive sur le marché matrimonial. Et que un vieux chrétien veuille se marier avec elle. Donc, ce qui prouve là aussi quand même l'existence d'un signe. Alors, d'un côté, on a ces éléments, mais de l'autre, on voit aussi que les bonnes compagnies sont dans la noblesse et ne sont jamais désignées comme des néophytes. Alors que pour les néophytes pauvres, on a toujours dans les actes notariés le néophyte un tel en général, ils ont des noms cardinaux. Alors on a le néophyte Antonio Colonna, le néophyte Alessandro Farnese, bon, ils ont des noms gonflants.
Eux, on ne les appelle jamais néophytes. Et le plus savoureux encore, c'est que Gregorio Boncompagni, donc le fils d'Hugo, fait un deuxième mariage dans la bonne noblesse romaine. Il épouse une femme tout à fait, quand même tout à fait vieille chrétienne, mais qui est soupçonnée d'un délit dans sa famille. Elle est soupçonnée d'avoir détourné une partie des bijoux lors de la mort de son mari. Et se présentent deux témoins de moralité qui viennent dire que c'est une excellente chrétienne, qu'elle va à la messe, qu'elle fréquente les sacrements, etc. Et qui ce sont son beau-frère et sa belle-sœur qui ont été baptisés 4 ans avant, certifiés de sa bonne moralité chrétienne. Alors, du côté des enfants, en fait, les papes ont tout un dispositif d'intégration au plus près des familles, et ça c'est ce que montre une étude micro-historique. Je crois que par rapport à l'Espagne, c'est la grande différence avec ces conversions massives qui n'ont pas été suivies d'un encadrement. En réalité, les papes veulent des conversions volontaires, c'est très important pour eux parce que je le rappelle, Grégoire XIII c'est un pape qui s'intéresse beaucoup aux missions lointaines, mais justement la conversion des Juifs de Rome est le corollaire de ces missions lointaines. Mais les convertis sont peut-être en petit nombre et sont très encadrés. Ici, pour les enfants, que se passe-t-il? Eh bien, les enfants sont assez vite retirés à leur famille. Ils vont d'abord au collège des néophytes, puis au collège allemand ou au collège romain pour les garçons. Les filles sont mises très jeunes dans des pensionnats de religieuses, hein, et un certain nombre d'entre elles restent religieuses, ce qui augmente l'honorabilité de la famille, parce que le fait d'avoir les filles dans le meilleur couvent est aussi un signe d'intégration. Les autres sont mariées dans la bonne noblesse, avec des dots évidemment très douces. La deuxième épouse de Gregorio est choisie dans la noblesse de l'État pontifical, parmi dans un milieu d'architectes militaires d'ailleurs. Je pense que être en affaire avec les bonnes compagnies. Ce qu'on voit, c'est progressivement l'abandon du nom Bonne Compagnie. Alors, ce nom Bonne Compagnie, il a servi à un moment donné de sas, ce nom de pape, pour oublier le nom juif, le nom de Corpus, qui ne s'oublie que progressivement. Mais à un moment donné, même les noms de papes, de cardinaux, etc., sont quand même le converti. Et finissent par être abandonnés. Ce qui fait que on rend impossible la traçabilité vers le ghetto avec ces changements de nom successifs. D'autant plus aussi que les lignages sont disloqués, les membres de la même famille ne prennent pas forcément le même nom. Les bonnes compagnies sont très exceptionnelles dans le fait que des conversions opérées à des moments différents les ancrent une bonne part sous le même nom de bonne compagnie. Bon. Mais au bout de la troisième génération, ils abandonnent ce nom pour prendre le nom de leur mère, hein, pour le nom de la famille maternelle, donc des noms de la noblesse romaine irréprochable. Et donc, on aboutit à ce que disait tout à l'heure Sylvie, au bout de la 4e génération, le sang porté par les ancêtres a disparu, et un document de la famille bonatienne, donc un descendant du début du XVIIIe siècle, retrace les origines de la famille. C'est un document qui veut prouver la bonne noblesse du personnage en question au début du XVIIIe siècle. Et il dit, d'un côté, il vient de la famille Bonne Compagnie, Ugo et Giacomo Bonne Compagnie. Alors Giacomo, en fait, c'est le frère d'Ugo qui est resté juif, qui s'appelait en fait Jacob Corpus, il ne s'est jamais appelé Giacomo Bonne Compagnie. Alors l'origine mythifiée, c'est que Ugo et Giacomo sont arrivés vers 475 à Rome, venant du Portugal. Et voilà. Alors, Portugal, évidemment, c'est un peu connoté juif, enfin, bon, je ne sais pas ce que ça peut être derrière, hein, parce que je ne sais pas si à Rome, vraiment, l'appellation de Portugais est aussi lourde de sens qu'elle peut être dans la péninsule ibérique, ou alors là, c'est vraiment une origine juive. Hein, bon. Mais bon, et tout de suite, on nous dit, ils étaient nobles, comme le prouve le fait que Hugo de Compagnie était à plusieurs reprises conservateur du peuple romain. Et donc là, on voit que la stratégie pontificale de tout de suite conférer ces charges importantes, 2 ans après la conversion, à ce converti trophée qui était Hugo, est imparable. C'est vraiment pour les bonnes compagnies un passeport
d'origine noble, hein, dans la bonne société. Et ensuite, le généalogiste déroule, ils ont mis leur fille dans les meilleurs couvents, et d'ailleurs, beaucoup se sont illustrés. Il y a un nombre important de religieux aussi. Et je pense que c'est une preuve, hein, d'intégration. Ils s'attachent aussi, les descendants, à faire beaucoup de dons aux églises. Exemple, bon, la sacristie de la Vallicella et le tombeau de Philippe Néri sont refaits à leurs frères. Enfin, bon. Et tout cela vaut preuve d'intégration. Donc voilà, à partir de ce petit exemple, je voulais présenter ce contre-modèle, parce que bien sûr, la journée elle est, comment dire, consacrée à la fabrication, enfin, la macule de la conversion, mais aussi intéressante soit-elle, hein, moi je souscris aux analyses qui font, comment dire, qui situent dans la péninsule ibérique, comment dire, l'émergence d'un racisme. Ce qui pose question, c'est qu'à Rome, cela n'est pas reçu, que les protestations des descendants, des conversos portugais ou espagnols qui sont discriminés en Espagne sont toujours bien reçus par la route romaine. Hein. On a donc un autre modèle. Et donc, il faudrait s'interroger sur cette réception, hein, de la spécificité espagnole en dehors de l'Espagne. Voilà, je vous remercie.